Sandrine Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier « Ce qui nous porte » aux éditions du Seuil. Vous y livrez votre vision de la société et des défis que la gauche doit relever. On en parle dans un instant, juste après votre invitation qui est signée Marion Becker. Si on vous invite, Sandrine Rousseau, c'est parce que vous avez décidé de proposer un nouveau modèle social. Vous exhortez la gauche à vous rejoindre et à se débarrasser du libéralisme. Dans Ce qui nous porte, votre nouvel essai, vous appelez à déconstruire l'imaginaire des 30 glorieuses, cette période idéalisée, cette France fantasmée, que ce soit par la droite ou par la gauche. Vous racontez la croissance et la consommation à leur apogée, la France pavillonnaire qui sort de terre grâce à la voiture individuelle. J'achète, donc je suis. Mes grands-parents, puis mes parents, comme tant d'autres, font construire leur pavillon au tournant des années 1980. Ils achètent un terrain à bâtir et ils choisissent une maison sur plan. Pour nombre d'entre nous, le pavillon devient le symbole du bonheur familial. Puis viennent le choc pétrolier, le chômage, le modèle est en crise. Vous analysez alors comment la droite et surtout l'extrême droite se développent sur cette fracture et sur le sentiment de déclassement. Comment elle diffuse le sentiment d'une société en guerre, les uns contre les autres. C'est à ce moment-là que la gauche recule selon vous et vous l'exhortez à suivre vos conseils pour sortir de cette crise, car tout n'est pas perdu. Études sociologiques à l'appui, vous estimez que la société est plus unie qu'on ne le pense. Autour du divorce, de l'avortement, de l'euthanasie et de l'homosexualité, la tolérance n'a cessé de croître. L'adhésion au libéralisme des mœurs a fortement progressé dans la société française. Dans cet essai, résolument optimiste, vous dénoncez la polarisation de la société. Pourtant, Sandrine Rousseau, vous y avez sans doute participé, avec des phrases, des sorties médiatiques qui ont choqué. On a besoin de déviriliser la politique, oui. Oui, et je le pose comme ça, oui. Lâchez nos utérus. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Aujourd'hui, dans Ce qui nous porte, c'est une Sandrine Rousseau plus apaisée qui transparaît, une économiste portée par les récents mouvements sociétaux et l'espoir. Bonsoir et bienvenue, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous êtes plus apaisée ? Comment vous réagissez à ça ? Je suis plus apaisée parce que ma rage reste présente, oui, parce que c'est une rage que ressentent beaucoup de personnes et que je porte aussi à l'Assemblée, c'est une voix, voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous êtes optimiste et que vous avez fait le choix de l'optimisme. Je dis le choix dans ce livre parce que ça ne va pas forcément de soi quand on voit le tableau que vous dressez de notre paysage politique. Oui, parce qu'en fait, si on se lève le matin, on constate que tout va mal. Enfin, c'est même très angoissant, c'est anxiogène. On a comme une chape de plomb sur la tête, on se sent très impuissant dans la situation. Et donc, comme je ressens ça comme à peu près tout le monde, ou beaucoup de gens en tous les cas, eh bien, je me suis interrogée dans ce livre de savoir où est-ce qu'on pouvait trouver des points d'appui pour transformer la société. Et donc, ce livre, c'est ça, c'est un livre économique, sociologique. C'est un livre que je fais aussi en tant que chercheuse. Ouais, c'est ça. Sur où est-ce qu'on peut trouver des points d'appui. Et en fait, il y en a plein. Alors, vous appelez la gauche à tourner la page des 30 glorieuses, à ne pas être nostalgique des 30 glorieuses, à renoncer à l'objectif de croissance économique. Il faut accepter de produire moins de richesses, ou en tout cas de ne pas en produire plus. Vous appelez ça la croissance et pas la décroissance. Qu'est-ce que ça implique pour la gauche, construire un nouvel imaginaire, se fixer de nouveaux objectifs, renoncer à certains ? Je pense qu'il faut sortir de l'idée que notre modèle social tient uniquement au gain de productivité qu'on peut faire, à la croissance, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière. Il faut le financer, ce modèle social. Absolument, mais justement, on doit repenser ce qui vient dans la sphère marchande, ce qui ne l'est pas. Et puis surtout, il y a quand même, la croissance, elle n'existe plus. Elle n'existe plus de toute façon. On court après la croissance comme on court après le DAU. En fait, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance. Et la question, c'est comment on comprend la limite planétaire qui nous est posée, parce qu'on le voit, là, il y a une alerte vigilance à inondation dans certains départements de France. Il y a eu des événements extrêmes. Il y a eu en Floride, il y a eu plusieurs dizaines de morts. En fait, là, on est à la limite. Et ce que nous avons à faire maintenant, c'est un virage important, c'est renoncer
à cette idée de puissance. Et ça, c'est en fait Vous dites un virage très profond. Qu'est-ce que vous entendez par là, de puissance, volonté de puissance? De puissance, de maîtrise de la nature, de puissance dominatrice sur les autres, de puissance dominatrice par l'économie. Là, vous vous adressez à la gauche aussi en disant ça? Oui, et je pense que le jour où la gauche accepte de renoncer à la croissance, sort de ce modèle-là et se dit comment nous assurons nos besoins fondamentaux, comment nous assurons nos services publics sans croissance. Le jour où la gauche devient décroissante, je pense même qu'elle gagne. Alors, vous estimez qu'il y a un décalage aujourd'hui entre la classe politique et la société française qui serait prête, selon vous, à prendre ce virage économique et social. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais toutes les enquêtes sociologiques, si on sort des sondages, vous savez que les sondages sont des gens qui répondent au téléphone sur une question d'actualité. Mais si on regarde les enquêtes sociologiques, qui sont un travail de recherche beaucoup plus en profondeur avec les personnes selon des modalités qui sont des normes internationales, eh bien vous vous apercevez que la France est beaucoup plus unie qu'il n'y paraît. Le sexisme diminue, le racisme diminue, même si il y a encore de bonnes résistances, mais enfin quand même il diminue. Le rapport aux animaux est en train de changer. Tout le monde fait des gestes écologiques, tout le monde. Ça, par exemple, ça a été même pour moi une surprise. C'est que si on regarde les enquêtes sociologiques, tous les Français, tous font des gestes écologiques. C'est incroyable. Donc en fait, on est prêt à ce changement-là. Et ce qui manque, c'est les politiques publiques. Aller jusqu'où? Parce que quand vous dites qu'il faut renoncer à la croissance, ça veut dire renoncer à devenir plus riche. Vous avez le sentiment que la société française, que chaque Français est prêt à cela aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que ne pas devenir plus riche. Pour les plus pauvres, ça veut dire avoir beaucoup plus de capacité à vivre. Beaucoup plus de capacité à vivre. Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de prendre la transformation écologique par « il faut vous changer de voiture, il faut faire ça, il faut faire ci », mais en disant « mais la transformation écologique, c'est retrouver du temps pour soi, du temps pour soi. C'est-à-dire du temps en dehors des courses, du travail, du temps au travail pour bien faire son travail. C'est retrouver du sens, c'est retrouver du lien, c'est retrouver de la solidarité, c'est retrouver des temps qui ne dépendent pas de l'argent, c'est retrouver en fait une forme de... Oui, j'ose ce mot, de bonheur, parce que ça n'est pas vrai, et toutes les études sociologiques le montrent, qu'aujourd'hui nous sommes heureux. Nous ne sommes pas heureux en nous levant, en courant pour aller au travail, ou en courant après le travail pour faire les courses, pour aller chercher le petit dernier, pour recourir, faire les devoirs, pour repartir. Tout ça n'a pas de sens. Donc la question, c'est, on se pose, on réfléchit de quoi on a besoin. On a besoin de logement, on a besoin de choses comme ça. Okay, revenir à l'essentiel. Oui, mais... à ce qui a du sens aussi, vraiment à ce qui a du sens. Là, je pense qu'on est en train de perdre le sens de tout. Et alors, vous insistez sur la polarisation de la société et vous pointez du doigt la classe politique. Il faut retrouver ce qui nous unit et la classe politique doit cesser de capitaliser sur ce qui peut nous diviser. Qui divise aujourd'hui? Qui polarise la société? Mais je pense que l'extrême droite polarise énormément et... Ces enquêtes sociologiques montrent qu'elle n'est pas en phase avec la société française. Et la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi ils font ces scores-là, alors même que ce qu'ils prônent n'est pas en phase avec la société. L'hypothèse que je pose est qu'il y a une forme d'activation d'une nostalgie, la nostalgie de ces 30 glorieuses avec le pavillon, la voiture, la famille nucléaire, et que c'est cette nostalgie-là qui arrime une forme d'électorat au Rassemblement national. Évidemment, il y a des idéologues de l'extrême droite, il y a des gens racistes au Rassemblement national, mais il y a aussi cette nostalgie. Et je crois que là, on doit dire merci aux 30 Glorieuses pour ce que ça nous a amené, merci, mais maintenant on doit passer à autre chose. Et en fait, ce truc-là, c'est aussi une manière, pardon, je termine, mais d'amener les personnes qui ont vécu ces 30 Glorieuses, qui se sont sacrifiées pendant ces 30 Glorieuses, et de leur dire merci pour ce que vous avez fait. Moi, par exemple, dans ce livre, je dis merci à mes parents, à mes grands-parents, parce que je sais que je dois la position dans laquelle je suis grâce à ce qu'ils ont fait et grâce au modèle auquel ils ont adhéré. Mais c'est précisément parce que je leur dis merci que je peux aussi leur dire maintenant il nous faut changer. Vous pointez du doigt l'extrême droite sur cette polarisation de la société. Et l'extrême gauche, elle a une part de responsabilité à vos yeux ? Mais on dans la nous a façon peut-être de mener le débat public, de crier dans l'hémicycle, par exemple, mais moi, je pense que l'extrême droite peut avoir, avec un ton très, très calme et très doucereux, des idées d'une violence extrême. Donc, en fait, la question n'est pas l'éclat de voix. Et moi, on m'a beaucoup reproché de cliver. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez... Par exemple, quand j'ai sorti le barbecue, il y avait près de 60% des Français qui étaient d'accord avec moi. Quand j'ai sorti le droit à la paresse, c'était 70%.
Quand j'ai sorti, même les tâches domestiques, le délit de tâches domestiques, il y avait près de 70% des femmes qui étaient d'accord avec moi. Est-ce que vous avez pensé à défendre vos idées différemment? Je les défends de plein de manières différentes. Je les défends en allant sur le terrain, je les défends par des phrases un peu bousculantes parfois, je les défends par des amendements, par des propositions de loi. Par exemple, quand j'ai présenté la loi sur l'indemnisation des personnes qui sont victimes de retrait-gonflement des argiles, vous savez, ces maisons qui se craquent sous les sécheresses et les inondations, eh bien, je l'ai eu à l'unanimité. Ma loi, elle a été votée à l'unanimité de l'hémicycle, moins 6 voix. Donc, vous voyez, en fait... Vous avez fait moins de bruit et vous avez obtenu plus de résultats. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer? Non, je n'ai pas fait moins de bruit. J'ai pas fait moins de bruit. Je ne sais pas si les Français vous ont entendu sur ce sujet. Non, je pense que... en fait, moi, j'essaye d'ouvrir des brèches, de faire comprendre des choses aux gens. Et quand on est installé dans un mode de pensée, des fois ça surprend, des fois même ça choque et des fois ça heurte. Mais en fait, je remarque que derrière ça travaille et que derrière ça bouge. Vous appelez la gauche à se réapproprier la notion de fierté. En revanche, vous rejetez l'idée de fierté nationale. Pourquoi ? Parce que la fierté dans les 30 Glorieuses, parce qu'il faut faire un inventaire objectif de cette période-là. Moi, je parle de fierté nationale. Oui, est-ce que ça a été revendiqué par la gauche et assumé pendant longtemps, cette fierté d'appartenir à une nation qui partage des valeurs communes, des objectifs communs ? Non, mais la fierté, c'est que son enfant puisse réussir grâce à l'école publique. Sa fierté, c'est qu'on ait un hôpital de très bonne qualité juste à côté. C'est ça, la fierté. Et ça ne se réfère pas au pays dans lequel on est ? C'est pas être né sous 3 couleurs. La fierté de la France, c'est la fierté de son modèle social. C'est des choix de société que nous avons faits, de mettre en partage une partie de notre richesse pour permettre à tout le monde, c'est la chanson de l'Auvergnat de Brassens, pour permettre à tout le monde, y compris le plus fragile, eh bien, de pouvoir rentrer dans un hôpital et de ne pas avoir de justifier de son revenu. Et en fait, c'est beau comme projet. C'est beau. Cette France-là, ce projet social de la France, il est exceptionnel. Et c'est pas juste 3 couleurs là. Donc vous êtes fière d'être française quand vous dites ça? Je suis absolument fière de la construction de notre société, oui. Et je renonce à une fierté bon marché, j'ai envie de dire, qui consiste juste à dire, voilà, vous êtes né sous un drapeau, mais à ne pas assumer toute l'histoire sociale de ce pays. Alors vous parlez aussi de vous dans ce livre d'une façon très franche. Vous évoquez les crises suicidaires qui ont traversé votre vie depuis votre adolescence. Et la dernière en date, c'était au lendemain du premier tour des législatives, alors que vous veniez d'être réélu dès le premier tour. C'est le climat politique ambiant qui vous avait fait traverser cela ? Je l'ai trouvé violent, ce climat politique. J'ai trouvé violent le résultat j'ai trouvé violente la dissolution. J'ai trouvé violent le résultat du premier tour où le Rassemblement national est arrivé en tête. Je ne reconnaissais pas la France. Je me sentais impuissante à essayer de la transformer. Et ce que j'ai voulu surtout dire par là, c'est qu'il y a 13 millions de Français qui souffrent psychiquement, que ce soit de dépression, de crise suicidaire, de pensée suicidaire, de bipolarité, de toutes les maladies psychiques qui peuvent exister, et troubles psychiques. Et je voudrais leur dire, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et je sais que le caractère anxiogène de la situation, quand on regarde notre inaction climatique, quand on regarde la situation internationale, eh bien, des fois, on a tendance à retourner la violence contre soi-même, contre nous-mêmes, et on se fait du mal. Il y a 500 000 burn-out aujourd'hui au travail. C'est la violence du travail les salariés la retournent contre eux-mêmes et se font du mal. Et en fait, ça, c'est politique. Notre souffrance psychique, elle est politique. Et c'est cela que je veux dire, et je veux dire aussi que j'en suis consciente. Ces fragilités que vous évoquez, on ne les devine pas quand on vous voit prendre la parole et défendre vos idées en public. C'est difficile parfois d'être la Sandrine Rousseau publique. Non, mais c'est pour ça que je le pose, pour dire que je ne suis pas... Je pense que dans les problèmes que nous avons, il y a aussi cette espèce de leadership qui savent tout, mieux que tout le monde, qui sont des grands stratèges tout à fait indifférents aux émotions. Moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, je n'ai pas envie de leader comme ça. Je pense qu'Emmanuel Macron nous conduit complètement sur une fausse route. Et donc, je voudrais dire qu'on a besoin de leaders qui sont humains, qui ont leurs failles, leurs forces, et qui ressentent et de l'empathie et de l'émotion, et que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, et que surtout, on a besoin de vous. Merci beaucoup, Ça vous d'être venue dans Ça vous regarde. Je rappelle le titre de votre livre, « Ce qui nous porte, comment nous pouvons éviter la catastrophe » aux éditions du Seuil.